nation, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour à vous, amis du matin, bon réveil et bienvenue. Le bonjour d'Algérie débarque chez vous en ce mardi 2 mars et nous serons ensemble jusqu'à 10h avec toute l'équipe de l'émission. On vous a concocté un très joli programme pour ce matin. En tout cas, on espère que ça vous plaira beaucoup. Tout d'abord, Devdet Gessouma qui nous parlera de Akram El-Kabir, ce jeune et talentueux romancier qui a toujours écrit ce qu'il aurait aimé lire dans les ouvrages. Introspection, ce matin, 3 de ses romans vous seront présentés. Enfants et réseaux sociaux, quel rôle ont les parents dans l'encadrement de leurs enfants au niveau des réseaux sociaux? Eh bien, le pédopsychiatre viendra nous éclairer. Il s'appelle Mohamed Tabti. Les examens, une formalité depuis le temps que vos enfants ont pris cette habitude. Ils ont pris l'habitude à ce genre d'épreuves. Pas sûr, stress et trac des examens. D'où vient-il et comment les affronter, les combattre? Conseils, techniques et astuces avec notre chroniqueuse Fela Braz dans votre matinale. Il sera également question d'environnement. Nous contacterons via Skype Kamera Zerarga, une militante écologiste à Paris. Elle nous parlera de son expérience dans ce secteur si important et primordial et des actions de partenariat qui se font entre les deux rives de la Méditerranée. Et on terminera pour parler TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un salon leur sera bientôt dédié, la première édition du ICT Maghreb qui s'annonce déjà comme un rendez-vous incontournable sur les dernières tendances et innovations dans la sphère technologique. Nous en parlerons avec l'un des organisateurs, Riyad Lahri. On rappelle que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Avant le développement de toutes ces thématiques, eh bien, c'est votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Les nouvelles du temps, c'est avec Emel Laribi. Bonjour. Bonjour Nour. Ça va? Il y a de la joie. Hein? Ah, il y a beaucoup de joie sur le plateau. Vous avez aimé la musique d'annonce? Ah oui. Alors, de la pluie aujourd'hui? Prévu. D'accord. On va dire prévu. D'où cet engouement pour venir annoncer la météo. Ah oui, j'adore la pluie. C'est à vous. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt voilé à nuageux sur les régions de l'ouest, pouvant donner quelques pluies, mais vers l'extrême ouest, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses. Sur le centre, eh bien, on aura un ciel souvent voilé et pré-orageux. Et à noter quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau de l'ouest et le centre durant cet après-midi. À l'est, rien à signaler. Eh bien, le ciel restera partiellement voilé. Également partiellement voilé vers le nord Sahara, les oasis et l'extrême sud, passagèrement nuageux vers le Bécharoua, pouvant donner quelques pluies durant la journée. Partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien présent, avec des soumons de sable un peu partout vers les régions sahariennes. Les températures durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu 23 degrés sur Alger et Tizi Ouzou, 20 degrés à Naba, 19 Oran, Tlemcen, 17 degrés à Tiaret, 21 degrés du côté de Batna, 17 Djelfa, 18 degrés à Al-Bayad, au sud 22 degrés vers Biskra, Béchar, 24 à Gardaïa et Biskra, 27 à 25 degrés le Egar et le Tassili, 29 à Adrar, 35 du côté de Borj, Badi Mourtar et 34 degrés à In Gzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera plutôt agitée sur les côtes centre et est, mais très agitée sur les côtes ouest, avec des vents qui vont souffler entre 30 et 50 km/h sur les côtes est, 30 à 40 sur les côtes centre et 40 à 60 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-est. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique où le ciel restera partiellement voilé à Rabat, Tunis, plutôt ensoleillé, le Caire, Khartoum, N'Djamena, Niamey, nuageux à Laayoune, Laayoune occupé. Le mercure, quant à lui, affichera 18 degrés à Rabat, 19 Tunis, Tripoli, 22 degrés au Caire, 33 à Khartoum et le maximum cette fois-ci à Niamey et N'Djamena avec 39 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Laribi, merci beaucoup pour toutes ces précisions donc, de la pluie annoncée. J'espère bien. En tout cas, on j'espère que ça va se confirmer. On l'attend avec impatience. Ah oui, oui, franchement, on en a besoin. Nos agriculteurs, eh bien, ils l'attendent avec même impatience. Nous, il n'y a pas que les agriculteurs. Pour notre équilibre. Et puis pour nos barrages surtout, qui Exactement. sont à 30% plein. Enfin voilà, c'est... On espère que ça va se remplir. On espère. Merci, on vous retrouvera donc après l'édition de midi et celle de
19h, rendez-vous pris. Merci à vous, Amel Aribi. On vous souhaite une très belle journée pleine de pluie et d'eau. N'oubliez pas de vous hydrater. Vous disiez tout à l'heure. Oui, je ne bois pas beaucoup d'eau, moi. Et pourtant, c'est important. C'est important. Et c'est en musique qu'on entame cette matinale avec une chanson qui nous vient tout droit des entrailles de l'Afrique, une chanson qui date de 1959. Nostalgie, je vous laisse apprécier. 69 plutôt, voilà. Je vous laisse apprécier. From Alabama, from Kentucky, from California, we have returned. Un extrait du festival panafricain en 1969. Merci, Dieudonné Guessouma. Merci pour ces détails. Comment ça va? Attendez, on n'a pas... Ils avaient dit hors antenne. Il n'y a pas de souci, on est dans la continuité. Voilà. On cache rien à nos amis téléspectateurs. Donc oui, premier festival panafricain. Archichep, c'est une des premières expériences de fusion dans le monde. Après, ça a été suivi par les Rolling Stones, Jimi Hendrix et tout ça. On a pu voir les Panthers. Oui, et donc il y avait aussi les Black Panthers. Donc comme on était la Mecque des révolutionnaires, on a eu droit aux Black Panthers, on a eu droit à plein de... On l'avait dit de toute façon la semaine passée. Et on s'en rappelle, oui. Et voilà, donc l'expérience de fusion, Glal, Saxo, ça a été une grande fête, très chaleureuse, super. Alors vous êtes venu nous parler ce matin de ce journaliste, romancier notamment. Oui. C'est le thème de ce matin. Oui, donc on va aller se diriger un peu vers Oran, parce que Oran c'est sa ville, et c'est aussi sa ville de prédilection, c'est aussi l'héroïne principale de chacun de ses romans. Donc Karam El-Kibir qui travaille dans un quotidien national, qui s'essaye un peu à la poésie, qui a fait... il a écrit dans une vie antérieure Les gens d'Oran, un roman que l'on peut lire donc sur Les gens d'Oran, un blog FR 2009. Il a aussi écrit Pensée rigolote, Blague idiote et Rangen, qui est un recueil humoristique à compte d'auteur. Il a fait ça en 2006. Ensuite, il a produit... Et si on ne donnait pas de titre à ce livre, c'est le titre du livre. Il a toujours donné toujours iconoclaste, oui. Donc paru en 2003, ça c'est un des premiers qui. Puis il a fait. Après, il a fait N'achetez pas ce livre. Voilà. Bah, je vous conseille quand même de l'acheter. Oui. C'est une grande arnaque. Qui est aussi paru aux éditions Dar el-Ghalb. Mais là, il a acquis en maturité. C'est un peu un post-adolescent. Enfin, je vais risquer de dire ça, un post-adolescent attardé.
Il va qui pas aimer. va un peu, oui, il va pas aimer, mais étant donné qu'il est un peu provocateur, donc on se permet aussi de le provoquer aussi. Attends, si vous permettez, vous le connaissez? Non, Ah, d'accord, bah, je connais pas tout le il y a un monde. petit souci. Non, non, on se connaît comme ça, de loin. Là, il a produit quasiment une trilogie qui, en apparence, peut ne pas paraître chronologique, mais qu'il est, entre guillemets, un peu, parce qu'il y a une sorte d'évolution dans la vie d'Akram El-Kibir, parce qu'on a l'impression qu'il met des éléments de la réalité, de l'autobiographie, ou alors du vécu dans ses romans. Donc il est venu avec, là on a des livres parus chez Apic entre 2016 et 2019. Et donc on a Vivement Septembre, où ce sont les chroniques d'un jeune, on le sent un peu geek, un peu moderne, un peu... En tout cas, qui est un célibataire. il a écrit très rapidement cet ouvrage. Les trois. Les voilà. trois sont écrits d'une manière assez vive, assez rapide, parce que lui, il semble comme ça, à première vue, appartenir au roman réaliste. Oui. Donc, ce sont des chroniques toujours d'un personnage, autour duquel gravitent des gens, à Oran. Donc on est entre Saint-Hubert, Saint-Jean, Miramar, qui sont autant de quartiers emblématiques d'Oran, Maraval, tout ça. Ekmoul, le Kmine qu'il s'appelle Kmine, Medina Jdida. Lui, donc, il a toujours une description de ces quartiers. Donc là, il vient avec Vivement Septembre et nous propose à la lecture Vivement Septembre, paru chez Apic. Ensuite, Au Secours Morphée et ensuite Le Fleuve Impassible. Donc pour ce qui est de Vivement Septembre, ça parle de Wahid, le solitaire, et c'est pas gratuit. C'est un célibataire un peu bizarre, un peu avec un brin de folie. Avec un brin de folie, un brin de fantaisie, qui vit comme ça au jour le jour, entre picole et balade, restauration, tout ça. Et puis il fréquente une amie à lui qui s'appelle Yasmina, la bien nommée. Et donc, cette Yasmina était une institutrice et elle va devenir une libraire, ce qui est un exploit. Oui. Ici-bas. Donc, lui, il stipule bien que c'est un exploit. Et donc, ils vont vivre une grande amitié. Et elle va l'encourager à écrire un roman. Lui, son credo, c'est d'écrire un roman. Et donc, il y a tout un ensemble de péripéties qui vont suivre cette quête, justement, de l'inspiration. Et la réalité va rejoindre la fiction et vice-versa. C'est-à-dire, il y a tout un jeu entre la réalité et la fiction. Et Akram El-Kibir est quand même assez précis, il est assez efficace dans ce jeu d'écriture où il va mettre le vrai roman dans le faux et tout ça, et tout ça, tout ça. Donc, vraiment à lire Vivement Septembre aux éditions Apic. Ensuite, il y a Morphée, Au Secours Morphée. Donc, Au Secours Morphée, alors là, le titre déjà en soi est assez intéressant. Ça parle de Ali et de Nadia. Nadia avec Y, n'est-ce pas? Il y a toujours une histoire d'amour. Histoire d'amour, oui, comme le disent les Rita Mitsuko, quand même. Parce qu'on ne sait jamais si ça se termine bien ou pas. Donc là, lui, il va utiliser... Lui, il est iconoclaste, Akram El-Kibir. Ce n'est pas un grand intellectuel, et c'est ça son avantage. Et pourtant, il s'appelle El-Kibir. Oui, mais c'est justement quelqu'un qui a dimension humaine, même dans son écriture. Et ce qui est intéressant, c'est une nouvelle écriture. C'est une écriture de jeunes, comme celle de Jawad Rostom, Mohamed Abdallah. C'est une écriture jeune qui vient après les Chouki Amari, les Adlan Meddi, les Tbani. Voilà, donc c'est une écriture qui est nouvelle, novatrice. Et c'est une écriture de maintenant encore. Donc ne vous étonnez pas si vous trouvez des scories, des coquilles, des maladresses et tout. Mais c'est en même temps une écriture de maintenant. Il le dit dans plusieurs interviews qu'il a pu donner à la presse, qui souvent, quand il relisait ses premiers bouquins, il se disait « Mais comment j'ai fait pour écrire une telle énormité ?» Oui, il le dit même dans les titres. C'est quelques blagues à la noire, les trucs. Bon, oui, mais ça, oui, ça c'est de la modestie et en même temps du discernement.
Mais c'est émouvant, c'est ce qu'on demande à un écrivain en réalité, c'est qu'il est émouvant, il décrit bien des situations, de temps en temps, bon, il y a des répétitions de redondance, mais dans la nouvelle écriture, là aussi, on a il y a beaucoup il n'y a pas une langue fleurie, une langue châtiée comme avant, il n'y a plus l'exigence de la langue, il y a l'exigence de la situation, de la mise en abîme d'une histoire, d'une scénarisation, si vous voulez, des faits. Et donc aujourd'hui, c'est un peu une écriture un peu descriptive, un peu cinématographique. Le roman réaliste a évolué vers cette forme. Donc là, par exemple, pour Morphée, c'est assez original, puisqu'il se marie avec... il y a ce Ali qui se marie avec Nadia, elle lui trouve un boulot, là. Nadia est très ambitieuse, donc elle va le sortir de son F1 maudit fermé, pour le mettre comme employé dans une biscuiterie où il va gérer des choses, elle va essayer de l'élever dans le standing. Ils vont habiter dans un nouveau quartier à Saint-Eugène, d'Oran, chez d'Alger. Saint-Eugène, qui est un quartier quand même assez huppé. Et donc là, lui, il va vite s'ennuyer de cette vie. Il va aller un jour prendre des somnifères. Et là, il va avoir un monde parallèle. À chaque fois qu'il prend ses somnifères, il va aller justement c'est une double vie dans les quelque bras part de Morphée. Là, pardon, il a donc une double vie. Et dans cette vie, il va vivre une histoire d'amour en parallèle. Et donc, c'est un peu toute une allégorie sur le virtuel, sur le monde virtuel, tout ça et tout. Et donc là, c'est intéressant, parce que c'est une allégorie, mais très littéraire, donc c'est assez intéressant. Et puis ce qui est bien, ce qui est assez étonnant et original par rapport aux autres bouquins, aux autres auteurs, à vrai dire, aux autres romanciers, c'est Akram El-Kabil n'a pas de définition propre à la littérature. Il écrit comme il le veut, du moment qu'il prend plaisir. Comme il le sent. Si ça ne plaît pas, eh bien tant pis. Et cette émulation, ce plaisir, vous le ressentez quand vous lisez ces livres. Quand vous partagez son univers, vous ressentez ça. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'indulgence par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est très très intéressant. Moi je les ai lus de toute façon d'une traite, les uns après l'autre. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il y avait une sorte de chronologie. S'il y a une évolution de ces personnages, même s'ils sont différents dans la forme, il y a quand même une base dans laquelle il instille son style justement, il instille une forme de récit, de narration qui est très intéressante. On a l'impression qu'il y a des anecdotes assez autobiographiques. Même s'il dit que non, oui, il dit que non, mais on peut, connaissant le bougre, je pense qu'on peut trouver beaucoup de références autobiographiques, ou alors ne serait-ce qu'un récit de ce qui l'entoure, du vécu. On voit qu'il y a du vécu derrière et c'est très intéressant. Donc il termine cette sorte de trilogie, évidemment ce n'est pas une trilogie. Parce qu'ils se suivent, Voilà, par les fleuves impassibles. Alors là, c'est complètement starbé comme univers. C'est un univers complètement bizarre, poétique, mais assez fantaisiste, où il y a toute une galerie de personnages qui sont un résumé, entre guillemets, un peu de ce qu'est notre Algérie contemporaine. Les fleuves impassibles, c'est le héros d'une histoire vraiment bizarre, où ça parle de Nafissa, de Zaki, le Rocinante 2, un bateau qui fait la traversée jusqu'à Entork. Le Rocinante 2, enfin le Rocinante, c'est la monture de Don Quichotte. Donc c'est pas gratuit. Et donc il y a un gars qui s'appelle Zaki qui travaille dans un café. Un jour le matin, il voit dans un journal qu'il y a 2 bateaux qui font la traversée vers Entork, d'Oran à Entork. Et là, il va décider tout simplement de détourner ces bateaux pour aller en Espagne. Bien sûr, dans cette entreprise assez étrange, il va réunir plein de gens bizarres. Il y a l'islamiste barbu, un peu l'archétype de l'islamiste. Il y a le harag black qui vient d'un pays subsaharien. Il y a plusieurs profils. Il y a 2 lascars un peu louches. Et il y a une fille assez férue de lecture, un peu intellectuelle. Et donc, tout ce qui est intéressant, ce n'est pas en soi le détournement qui va se faire quand même, mais c'est tout ce qui va se passer sur ce bateau. Et là, c'est vraiment, il a acquis, Akram Kébir, beaucoup de maturité dans l'écriture, dans le récit, dans les dialogues, et il y aura tout cet échange
avec les dialogues, tout ce qui se passe, les gens, comment ils pensent, chacun. C'est vraiment une lecture savoureuse. Il a son propre lexique de narration, de récit, d'écriture. Et c'est là où Akram Kébir va vraiment devenir un écrivain au sens propre du mot. C'est sur les fleuves impassibles, qui est son dernier opus. Là, à partir de là, on va commencer à le suivre plus sérieusement. Je pense qu'on va le suivre de très près. Voilà, c'est très intéressant à lire. Et c'est bien de lire les traces. C'est d'une lecture très facile, très agréable. Il est intéressant dans son élaboration et tout, donc très intéressant. On peut dire qu'il adopte un autre style avec les fleuves impassibles. Il va, oui, être dans un style plus mature, plus mûr, plus intéressant, plus osé, voilà. Il va avoir une écriture assez politique, assez sociale, anthropologique aussi. Donc c'est très intéressant. Tout ça dans un roman. Oui. En tout cas, il donne de l'épaisseur à chacun de ses personnages. Oui, bien sûr. S'ils sont construits, écrits... Ils représentent une certaine catégorie de la société. Ils sont algériens, ils sont inscrits dans le monde. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à un auteur, finalement. Et vous ne le raconter connaissez une belle pas. histoire. Ça m'étonne. Non, je ne le connais pas. J'ai eu affaire à lui quelques fois. Mais il vous contactera sûrement après cette Oui, pour m'insulter, c'est clair. Mais non, c'est pas... non, quand même pas. On critique un peu, mais c'est pas... c'est dans le bon sens, bien sûr. Alors, on a une image du jour ? On a une image du jour. On revient à Oran, dans un quartier très chic que... Akram Kébir a beaucoup cité dans des... Ce n'est pas Saint-Eugène. Non, ce n'est pas Saint-Eugène. Il a beaucoup cité, c'est un quartier qu'ils appellent, eux, le Saint-Germain-des-Prés d'Oran. C'est le quartier de Miramar. Et donc là, vous avez le Café Bonbon qui propose un superbe espace lecture. Donc c'est un café-restaurant et qui propose un espace lecture. Ce café est très, très, très réputé chez les Oranais. Donc tous ceux qui vont aller à Oran peuvent aller prendre un bon cappuccino ou un bon petit plat. Et donc là, vous avez, c'est au quartier de Miramar, c'est un quartier assez intéressant parce qu'il y a plein de librairies, plein de choses qui se passent au niveau culturel. Et puis, vous pouvez avoir une bonne assiette si vous avez un bon coup de fourchette. Bien, donc le Café Bonbon à Miramar, voilà. Vous pouvez même lire de très bons livres. Je suppose qu'Akram Kébir, il sera. Donc voilà. Super. Et donc 3 ouvrages, 3 romans de Akram Kébir. Oui. Vivement septembre, Secours Morphée, Les fleuves impassibles. Et on se donne rendez-vous au Café Bonbon pour les lire. Pourquoi pas, pour un bon petit déjeuner et les commenter, et les critiquer aussi. Voilà, bien sûr. Alors, juste pour revenir à Akram Kébir, combien d'ouvrages il en a écrit ? Pour l'instant, il y a 3 romans qui sont emblématiques, ceux que j'ai cités, mais il y a aussi ceux qu'il a essayés, qui sont « N'achetez pas ce livre, c'est une grande arnaque », qui est paru aux éditions Dar el-Gharb. Il y a aussi « Les gens d'Oran ». Donc en tout, je pense que pour l'instant, on est sur 5 romans. Et d'autres ouvrages, mais 5 romans précis. Il a fait des blogs, il a fait Akram Kébir est très actif sur les mouvements sociaux et tout. Là, c'est la séquence du jour. Ça passe tout de suite. Vous savez ce que c'est ? Non. Voilà. Regardez, c'est un Mohamed photographe qui a pris, qui a su prendre ce cliché. Regardez. Mohamed, vous m'avez dit. Voilà, donc c'était juste pour marquer le coup, c'est une séquence qui tourne, qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Merci Diated Gessouma. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Donc la semaine prochaine, j'ai l'impression que vous vous rapprochez de plus en plus. Là, c'est en ce moment, c'est non, quand même pas. De moi quelque part par rapport à. Soyez clair dans vos propos. N'est-ce pas ? Par rapport au thème l'ivresse que vous abordez, vous vous rapprochez à ce que j'aime le plus, on va dire. Très bien. J'adopterai beaucoup de choses sur le roman réaliste, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, le plaisir est pour moi. On vous retrouve mardi prochain. Et nous entamons notre série de reportages ce matin avec ce travail réalisé par Leïla Benaïcha sur une plateforme dédiée à l'enseignement en ligne. Moualem, avec ce qui se passe en ce moment, cette pandémie, cette crise sanitaire, tout se digitalise, tout se numérise. Je vous propose de suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Moualem, ou professeur virtuel, une plateforme lancée en février 2020, dédiée exclusivement aux élèves des cycles moyens et secondaires. Elle est dotée d'un programme pédagogique et ludique inédit.
Le site Mouallim, c'est un site de soutien scolaire intelligent basé sur l'intelligence artificielle. Donc l'élève apprenant, quand il se connecte sur le site, via un abonnement trimestriel ou bien annuel, donc il passe un parcours, il sera guidé sur le site avec le tuteur virtuel via le parcours éducatif. C'est un parcours basé sur l'apprentissage par l'erreur et l'autocorrection. Ça permet à l'élève de s'auto-évaluer, cibler ses lacunes, s'auto-corriger avec le correcteur virtuel et le tuteur virtuel Mouallim. Pour un meilleur rendement scolaire, Mouallim propose des solutions intelligentes et interactives impliquant les élèves, les parents, les écoles et les professeurs. Nos services sont destinés aux élèves du collège et du lycée, branche scientifique, et même aussi pour les parents. Les parents qui souhaitent suivre et guider leurs enfants via des solutions simples et efficaces. On touche aussi les enseignants et les écoles via des solutions qui leur permettent de gérer leur classe à distance, de suivre l'évolution individuelle et globale des classes. L'élève pourrait accéder à ses cours de maths, de physique, de sciences naturelles en ligne et faire des révisions sans stress avec le système auto-évaluation lui permettant de découvrir ses lacunes par les erreurs relevées par l'autocorrecteur. Je suis en train de voir mon corrigé et voir où je fais des erreurs. On voit que j'ai fait la majorité des réponses justes, à part la question 5. Je clique sur elle et la question 5. J'ai sélectionné la mauvaise réponse. وهنايا عندنا واحد طابلو de bord. هذا الطابلو de bord يريزومي لنا كاع لافونسمون تاعنا. دوك انا كملت الدرس تاعي استعمال المغذيات، ندخل استرجع معارفي اللي هما عباره عن كويز، نشوف اذا فهمت كامل العناصر تاع الدرس ولا عندي عناصر شويه راني ناقصه فيهم. جو شوازي زوج سهل، واحد متوسط، وزعما زوج صعب. إنشاء. هنا خرج لي un sujet par rapport à mes besoins et mes lacunes. Pour Mohamed Ali, Tasnim et Baya, la révision virtuelle avec le programme Mouallim en la période de confinement a contribué à leur succès scolaire. هذا السيت معلم خرجني من هذيك التفنيين اللي سانستالي مع الكونفينمون و il m'a permis نقري روحي ومشي الشيوخي ما نكونش ديبوند على الشيوخه. J'encourage tous les lycéens et les collégiens à utiliser la plateforme, surtout les classes d'examen. Personnellement, le bac 2020, c'était vraiment difficile avec les conditions sanitaires, etc. Ça m'a permis de m'auto-corriger. هذه التجربة كانت جديدة اللي خلتني نحسن من المستوى تاعي في المواد العلمية surtout pendant le confinement وين ما كانوش الدروس الخصوصية متواجدين وكانوا les écoles déjà غالقين. Dans une vision future, les concepteurs de Mouallim prévoient d'élargir le contenu de leur programme, ciblant toutes les matières scolaires et tous les cycles. Et on accueille notre première invité, Majid Tabti. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va. Merci pour l'invitation, c'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous êtes pédopsychiatre et avec vous, bien, nous allons aborder l'épineuse question du rapport qu'ont les enfants avec les réseaux sociaux. C'est un sujet d'actualité, je pense qu'il ne sera que d'actualité. Et pour commencer, on aimerait bien avoir votre constat, le constat que vous faites concernant les enfants qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus jeunes aussi à être présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que tous les enfants que vous recevez, avec leurs parents bien sûr, sont tous inscrits sur les réseaux sociaux ? Merci d'abord pour le choix de cette thématique très sensible, hein, même comme vous le dites si bien, très épineuse. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde connecté, on est dans un monde de Formule 1. Où donc on est à 300 km à l'heure, hein, donc on vit de façon très rapide et très speed. Bien sûr, pour les adultes, pratiquement tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une bonne majorité sont inscrits, mais le danger vient pour les enfants.
Les enfants sont sur les réseaux sociaux, on n'est pas contre cette nouvelle technologie qui doit nous apporter un plus. Mais le problème, c'est que ces enfants sont très souvent livrés à eux-mêmes. Et on reviendra peut-être après sur le contrôle familial. Quand vous avez des préadolescents de 8 ans jusqu'à 13 ans qui se baladent avec des smartphones sans contrôle, tout seul, et ils naviguent un peu partout dans tout ça, là, je crois que vous avez mis le curseur là où il faut. Il y a un danger. C'est néfaste pour la santé d'abord, et c'est néfaste aussi sur un point très sensible, la agression, quoi, c'est-à-dire le cybercontrôle, parce que ces enfants sont soumis au danger des autres, entre autres les applications TikTok et tout ce qui s'ensuit. Donc les réseaux sociaux, c'est bon, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un contrôle. Après, il y a beaucoup de points noirs chez nous. Si vous voulez qu'on en parle des TikTok, oui. Voilà, donc... il y a eu beaucoup de scandales, plusieurs scandales autour de cette plateforme, autour de cette application. Il faut faire rappeler que l'application mobile TikTok, donc, elle a vu le jour en Chine en 2016. Et le problème, c'est cette exposition. Cette exposition des jeunes préadolescents et des adolescents où donc on s'expose parce que c'est quoi l'application TikTok? C'est un peu des clips, c'est un enregistrement de clips, et aujourd'hui on voit beaucoup de filles, de jeunes filles, donc qui mettent des clips en amont. Et là, on voit surtout un phénomène d'hypersexualisation, c'est-à-dire une jeune fille qui se montre parfois avec du maquillage, des vêtements inappropriés. Exactement. Et là, donc, après, ça devient un peu la proie des agresseurs. Oui. La proie des agresseurs. Et quand l'enfant, je dis bien l'enfant parce qu'il a encore 8 ans, 10 ans, le danger, il est là. Et l'enfant ne sait pas paramétrer un peu son mobile pour ne pas être visible. Mais voilà, le problème, c'est de donner son identité. Donner l'identité de l'enfant ou de l'adolescent à des prédateurs, parce que moi je les appelle les prédateurs, ils sont là à guetter, surtout des mineurs, où on a vu, on verra toujours s'il n'y a pas un contrôle, il ne vient pas uniquement des parents, il vient de tout le monde, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Voilà. Alors justement, en même temps, à chaque génération, eh bien, ses occupations, ses habitudes, ses technologies. Et ce qui est normal, c'est que les plus jeunes s'adaptent à leur époque. Donc les réseaux sociaux, même pour les enfants, c'est peut-être aussi une forme de progrès. Maintenant, si on utilise ces réseaux sociaux pour un bon usage, voilà. Je suis entièrement d'accord. Ça fait avancer les choses. On ne peut pas... Écoutez, il y a quelques années, une cinquantaine d'années, on était dans la lanterne, on allumait avec du charbon, mais maintenant on est dans un monde mouvant, dans un monde très mobile, dans un monde speed. Maintenant, le problème, c'est que ce train, le TGV à très grande vitesse, il faut savoir le prendre. Il faut le prendre à temps et il ne faut pas prendre de risques. Bon, dans toutes les applications, il y a toujours des risques. Mais c'est ça le rôle des parents. Moi, je mets le curseur là. Le rôle des parents est très important. Maintenant, si vous donnez, vous savez, c'est un peu la même chose. Vous donnez une voiture à votre enfant de 16, 15 ans, 16 ans. Vous lui dites, allez-y faire. Mais c'est suicidaire. C'est un jouet pour lui. Oui. C'est un équivalent suicidaire. Ces enfants-là, il faut les informer. Il faut les accompagner. Le problème chez nous, c'est que à vrai dire, la cellule familiale, elle a pris un coup. Aujourd'hui, personne ne communique avec l'autre. On est dans un monde virtuel. Il n'y a plus cette communication de vous regarder dans les yeux, vous allez parler à ses enfants. Il n'y a plus ces questionnements. Même l'école n'a pas vraiment joué son rôle. Même avec toutes les campagnes de sensibilisation. C'est bien beau de voir à la télé, mais si ça n'impacte pas l'enfant, si ça ne résonne pas, ça ne va pas créer de l'effet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller au-delà de la sensibilisation. Et tout le monde est acteur de ce massacre, parce qu'il faut voir un peu ce qui se passe. Et en plus, je vous épargne un peu des effets cliniques néfastes sur la concentration. Sur à court et long terme. Ben oui, parce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, un enfant de 8 ans, je dis 8 ans, parce que réellement, ça commence à l'âge de 8 ans. Vous savez, l'Internet, c'est un peu une drogue, c'est une addiction, mais sans produit. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention. Je vous épargne un peu de tous les troubles du comportement, de l'agitation, des troubles de concentration, de la mémoire, des attentions. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Les enfants ne mémorisent plus. Ils n'ont plus de mémoire. Je vais leur demander quelle est la date
de début de la guerre de libération nationale, il vous dit attendez, je vais voir sur mon application. Ils ont ce réflexe de jour. Ils ont ce réflexe. Et quand on ne mémorise pas, ça ne fait pas avancer à long terme. Oui, mais donc quelque part, c'est aussi les réseaux sociaux sont à l'origine de l'isolement des enfants. Bien sûr, mais quand vous avez une tablette, vous avez des enfants scotchés sur leur tablette. Vous savez, il y a des parents aujourd'hui, leurs enfants passent 8 heures dans la chambre, ils ne veillent même pas sur eux. Ben oui, le seul mode de communication qui reste, c'est ce mode de tablette. C'est une machine. Plusieurs applications. Plusieurs applications dans le TikTok, dans l'Instagram, dans ça. Et après, ils rentrent dans un monde virtuel où c'est un piège parce que ces enfants, ils savent comment rentrer. Mais par la suite, ils ne savent plus comment sortir. Ils ont en face d'eux des prédateurs. On les a vus, ces prédateurs. Donc, il y a ce qu'on appelle une usurpation d'identité. Et on a vu des rencontres qui se sont faites à travers ces réseaux sociaux. Des rencontres malsaines. Ben oui, après, ça fait un peu l'appétit des pédophiles. C'est une réalité aujourd'hui. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois d'avoir choisi une thématique pareille. C'est important. Très, très important. Alors, vous, justement, en tant que professionnel de ce domaine, de ce secteur, qu'est-ce que vous recommandez aux parents? Peut-être un temps... diminuer le temps passé sur les réseaux sociaux tout en contrôlant bien sûr le contrôle parental? Je pense que la santé de ces enfants n'a pas de prix. Il faut vraiment informer, accompagner. Moi, je vais vous dire, vous avez un enfant de 8 ans, 10 ans. Vous pouvez dégager un petit temps lui expliquer c'est quoi TikTok, c'est quoi Instagram, à quoi ça sert, quels sont les tenants, les aboutissants de cette application. Et les dangers aussi. Voilà, j'allais dire, prédire un peu les dangers, quel est le risque. Ma fille, il ne faut pas s'exposer, il ne faut pas mettre des tenues légères, parce que voilà, expliquer et parler. Après, il faut répéter. Il y a le rôle parental, mais par la suite, il y a le rôle de l'école qui doit jouer ce rôle. Après, c'est le rôle de la société. Vous voyez, c'est des marches. Une première marche, une deuxième, une troisième. Et après, il y a l'autocontrôle, le self-control de l'enfant. Il arrive 16-18 ans, il a tout mentalisé à l'intérieur de sa tête. Après, ça devient relativement un jeu d'enfant. Mais malheureusement, lorsqu'un de ces maillons que vous venez de citer, donc à savoir les parents, la société, l'environnement, l'école aussi, dès qu'il y a un maillon qui est défectueux, et ben l'enfant, quelque part, il y a une petite défaillance. Il va déraper. L'enfant a besoin d'être aiguillé, d'être accompagné, de l'informer des bienfaits et des mauvais faits des choses. Il ne le sait pas, un enfant, si tu une feuille blanche, il faut lui montrer. Et puis c'est passionnant, avec ces jeux de réseaux sociaux, les tablettes et tout. Je ne vais pas rentrer dans le système de récompense des enfants quand ils sont là à être addicts par moment, et après ils ne peuvent plus s'en passer, c'est pas possible. Tout après, est fait pour attirer, pour les attirer. Tout est fait pour les attirer. Oui, c'est ça le mauvais, ça devient commercial. Là, c'est un autre... Après, il y a aussi les développeurs des applications qui devraient aussi aider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à nous, en tant que parents, c'est le papa qui vous parle là. Avant que je sois médecin, je suis papa, je vois mes enfants. Quand il y a un contrôle, quand les enfants, ils savent qu'il y a un couple, c'est très important. Il y a un couple, il y a un papa, il y a une maman. Pour l'équilibre. Pour l'équilibre, qui veille à leur bonne santé. Là, je crois que l'enfant, il comprend très vite, attention. Ils sont très, très, très bien appliqués pour comprendre que le danger, il est là, il faut faire attention. En fait, pour les mineurs, il est donc toujours recommandé que les parents surveillent, on va parler des parents, ou suivent ce que font leurs enfants donc, sur la toile, de manière générale, pour éviter justement que ce qu'ils font soit détourné, que certains contenus peuvent influencer dans le mauvais sens négativement leur éducation et leur formation. Alors, comment éviter que la surveillance des enfants sur les réseaux sociaux ne soit pas perçue comme une sorte d'intrusion dans leur vie privée? Après tout, un enfant a besoin de son espace, de son petit jardin secret enfantin, bien sûr. Bien sûr, maintenant, écoutez, un enfant, il a le droit de jouer. Vous savez, cette frange d'adolescents, c'est une période cruciale. C'est une période de découverte, d'expérimentation, de connaître ce qui l'entoure. Il est à la recherche de découvrir un peu ce monde ambiant. Le seul moyen aujourd'hui de le découvrir, c'est de découvrir à travers une tablette, à travers un smartphone. Mais malheureusement, ça reste toujours un monde magnifique, le beau monde. C'est-à-dire, il risque d'être piégé à n'importe quel moment. D'accord, il a son intimité. Mais moi, ce que je demande, c'est que ces enfants, il faut leur apprendre à paramétrer, à ce que son identité ne ressort pas. Mais bon, vous savez, ils ont tellement des applications, comme une petite application Kikik, qui permet d'avoir l'identité de l'enfant. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que tout changement
dans les habitudes de l'enfant, de l'adolescent, dans son comportement, il faut le surveiller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être intrusif, il ne faut pas rentrer dans son monde, mais dès que vous voyez que cet enfant commence à changer de comportement, vous avez des phobies scolaires, des échecs scolaires, un enfant qui ne mange pas, un enfant qui ne dort pas, un enfant qui pleurniche, un enfant qui est agressif et tout, ça doit attirer votre attention. Maintenant, si c'est un enfant qui respecte les horaires d'exposition, il comprend très très vite et il a 100 ans. On ne peut pas aujourd'hui, j'allais dire, enlever ce matériel technologique à nos enfants. Il fait partie de notre vie, mais il faut qu'il soit réglementé. Par contre, je dis bien, il faut éviter l'exposition précoce aux enfants de moins de 4 ans. Ah bah oui. Ben oui, mais c'est une réalité aujourd'hui. On l'a vu durant le confinement. Beaucoup de parents, les parents ont acheté la paix en offrant des gadgets comme ça, et ça c'est terrible. Ça je crois qu'il faut. Il y a même des sortes d'autisme qui sont développés à long oui, terme. c'est des autismes virtuels. On en voit chaque jour. Ce sont des enfants qui ne parlent pas, qui vont développer des retards de langage. C'est pas pour autant qu'ils sont autistes. Hein. Oui, oui. D'accord. Donc on est autiste, on le devient pas. Mais ça aggrave la symptomatologie. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut établir une communication émotionnelle, comme je vous parle, yeux dans les yeux, pupille dans la pupille. Ça développe. Et aujourd'hui, j'allais dire, même dans les familles, il n'y a personne qui mange ensemble, il n'y a personne qui se parle. On est dans ce couple nucléaire qui cherche à travailler, à speeder, vous voyez, à gagner plus, à s'en sortir. C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention à dire que c'est un monde très rapide. Speed, c'est un TGV. Il faut faire attention parce que nos enfants, la santé de nos enfants, c'est la santé de nos adolescents futurs et de nos adultes futurs. Et c'est le père de famille, le papa qui parle, et le professionnel également. Restez avec nous, monsieur Majid Tabti. Eh bien, on reste avec cette thématique du contrôle parental pour les contenus sur Internet. Notre journaliste Sofiane Hamoudi s'est intéressée au réseau social, comme on le disait, TikTok, qui fait fureur chez les plus jeunes. Reportage. Aux côtés de ses frères et de ses amis, que Naïla s'adresse à un de ses abonnés. En quelques minutes, ses abonnés sont en live. Des vidéos en direct que Naïla peut discuter avec ses fans. C'est avec une de ses fans qui habite en France que Naïla adresse ses salutations. درت دي فورماسيون بديت نتعلم على الماكينه ابري ديت الدبلوم تاعي ديت سيرتيفيكا ابري عيطولي من الانترنت قالوا لي من لي ريزو سوسيو قالوا لي اروحي ديري ان كاستينغ في دبي قالوا لي ابري كي عجبتهم وكلش قالوا لي تقدري تبارتيسيبي في الكونكور تاعنا بارتيسيبيت البروميير جور كان les tenues traditionnelles. Le deuxième jour, c'était le tapis rouge. Et le troisième jour, c'était le concours. Naïla, qui a à peine 10 ans, est la fille la plus suivie des réseaux sociaux. En moins de 2 ans, son autorité a explosé. Mais malgré ça, Naïla garde les pieds sur terre. Vous avez beaucoup de fans. Oui. Très bien, très bien. Quels sont les pays qui sont en contact avec vous? Maroc, Tunisie, l'Algérie aussi, et la France, Dubaï, et oui. C'est dans sa chambre que tout commence. Elle se filme en dansant sur des vidéos à 15 secondes. Une image que ses proches surveillent de tout près. واش تيست اكرا كديروا فيه في سيرفيس ماركتينغ عباك جابك ربي خطره قولي لي خطره قولي لي خطره قال لك خطره انت يا منين انا 48 ولايه. انا جو تروف كو سي مانيفيك باسكو هاد الايامات غير هذا شو يمشي غير لي تيك توك انستغرام اي تو. Vous la contrôlez? Bon, le compte تاعها que ce soit Instagram ou la TikTok, il est géré par sa maman. ولا اون بيرسون ادولت كيما انا نقدر ندير معاها دي فوا لي تيك توك وعندها لي شونسون تاعها اللي ديرهم نقدر نسمعهم كامل الناس. C'est grâce à cette photographe, Mariam Kiarachi, Naïla a pu publier ses photos sur les réseaux sociaux. Et c'est de cette façon que Naïla a pu décrocher le premier Grand Prix Diamant Model School 2020 à Dubaï.
Donc pourquoi pas, je fais une formation. Et à force de faire des photos et tout, j'ai développé mon travail. Voilà. Très bien. Et comment ça a été avec la petite? Pour la première fois, j'ai proposé pour elle un shooting. Et après, elle a aimé mon travail et tout. Et depuis un an, presque un an. Très bien. Je fais les photos pour elle. C'est l'application préférée des ados. TikTok, c'est une application de karaoké. Cette petite fille s'approprie une voix connue et la partage sur les réseaux sociaux. Donc une enfant star, Monsieur Madi Tabti, on a les yeux tout écarquillés. Une enfant star, alors c'est vrai que le contenu est cadré, donc des adultes l'accompagnent, essentiellement ses parents, mais ça reste quand même un contenu qui est exposé à des gens, à des prédateurs comme vous le dites. Ben oui, c'est une image franchement choquante. Hein. Oui. Moi, je suis choqué. Le problème, c'est que cet enfant-là, donc, elle veut être la star, elle veut être l'idole. C'est-à-dire qu'on rentre dans un piège où, par exemple, moi j'ai 1 million d'abonnés, j'ai 500 000 de vues, je suis la star, je suis la meilleure. Ça crée une concurrence entre les enfants. Mais très souvent, ces enfants-là sont sujets à des moqueries. Tu n'es pas belle, t'as pas ça, ça. Donc, la construction de l'identité de l'enfant à partir de 8 ans, 9 ans, il va la construire sur un sentiment d'échec, sur un sentiment de moquerie. Et ça, c'est vraiment néfaste pour la construction de cette image de soi. Parce qu'il y a l'estime de soi. Vous savez, elle se présente, imaginez-vous, 40 000 jeunes filles qui vont lui dire « Mais écoute, tu ressembles à rien, t'es pas belle, t'es pas ta. Oui. Donc, il y a une estime de soi qui est vraiment abaissée. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'isoler, il va pleurer, il va tout faire par la suite pour rattraper. Vous voyez, donc il rentre dans une escalade vraiment avec des prédateurs en plus. Un âge crucial où l'enfant est en train de se construire. Je crois qu'à 8 ans, on a besoin de bien manger, de bien jouer, de bien dormir. Et de bien travailler. Voilà, et de bien travailler à l'école. Hein. Maintenant, une jeune fille comme ça qui s'expose au monde entier, parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est un grand village, hein, on n'est plus en Algérie. On est tous connectés les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment même avec Mars, on est connectés aujourd'hui. Absolument. Et ce que j'allais dire, que si on veut... il ne faut pas ressembler, c'est-à-dire il faut expliquer à l'enfant votre réussite. L'enfant, je parle à l'enfant, vous n'êtes pas obligé de ressembler à ces gens-là. Ouais. Hein, ce n'est pas votre image. Votre image, il faut la puiser de votre identité, de votre famille, de votre culture. Tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend à un âge très précoce. Quand je vois une jeune fille comme ça, vous avez vu, c'est une fille qui est maquillée, elle a 8 ans, il y a une hypersexualisation. Donc déjà, elle est dans le monde des adultes. Oui. C'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire qu'elle a un pas dans l'adulte, alors qu'elle ne l'est pas, c'est un enfant, on ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Donc je crois que c'est très dangereux. Et puis ça développe un côté un peu narcissique, égocentrique. Sûr, après, la fille qui a l'habitude d'avoir beaucoup d'attention, les yeux rivés sur elle, un jour, un beau jour, si elle arrête ou je ne sais pas, si les choses tournent mal, elle va très mal vivre cette transition, cette période. C'est un château de cartes, voilà. Ça va tomber. Ouais, c'est-à-dire que au lieu de construire sa personnalité sur des bases réelles, il y a un narcissisme qui va s'effondrer à un certain âge et après c'est l'échec. C'est l'échec par la suite. Monsieur Madi Tabti, je vais vous demander 2 choses. Alors, si vous avez un message à lancer à ces enfants, qu'ils soient stars ou non, et à leurs parents. Le message, il est classique. Je crois que pour tous les enfants du monde, chaque âge est à son âge. Maintenant, je dirais que TikTok, entre autres, avant l'âge de 13 ans, c'est extrêmement interdit. Il ne faut jamais utiliser ces applications avant l'âge de 13 ans. Après, si on commence à rentrer dans ce monde-là, je crois qu'il faut qu'il y ait une entrée douce. D'accord ? Il faut toujours communiquer avec l'enfant. Et je suis contre les gens qui enlèvent les tablettes, qui enlèvent le smartphone. Il faut expliquer cette machine, elle sert à quoi ? Voilà son utilité. Il faut communiquer avec ses enfants. Il faut surtout ne pas cesser de communiquer. Le dialogue et surtout le dialogue. Et surtout, il faut que les couples. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de déstabilisation, de séparation, de divorce et tout. Et malheureusement, ces enfants sont pris en otage. Donc, un père qui néglige sa fille, par contre, une maman qui donne.
Donc vous voyez. Ça crée un énorme déséquilibre. L'enfant va se réfugier chez la mère lorsque... Voilà, je donne un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, je pense qu'il faut communiquer. Je rassure la communication parentale. Et aussi, il faut faire très attention. Je crois que tout le monde doit travailler, vous, les médias, la police, la gendarmerie, et pour faire un peu barrage à ces cyber-agresseurs, j'allais dire, hein, ces prédateurs et tout. On peut parler aussi de cybercriminalité. Ça arrive à là. Donc, vous savez, avec cette petite machine, les dangers sont réels, ils sont là. Et qui peuvent nous emmener parfois à des situations énigmatiques et irréductibles. Alors, vous parliez, Monsieur Tapti, de vivre son âge. Croyez-moi ou pas, il y a des parents aujourd'hui, j'en connais, qui revivent leur jeunesse avec leurs enfants. Du coup, pour eux, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, eh bien, ils le feront via leurs enfants. D'où se laisser aller cette... Ben oui, parce que vous savez, j'aime pas ce terme de retour d'âge. Hein. C'est pas un peu. Vous savez, chaque âge, il a ses priorités, il a ses obligations. Mais par contre, c'est bien. J'aime bien revenir avec mon enfant, jouer à la tablette et tout. Mais dans le respect, dans la réalité. Hein. L'autorité parentale doit être là. L'autorité parentale doit être là. Ce monde de la télé-réalité, c'est un monde faux. C'est un monde virtuel. Vous savez, quand vous êtes dans ce monde et après tout disparaît. Vous allez affronter la vérité, vous allez affronter la réalité. Quand vous êtes un adulte, vous allez encaisser. Mais un enfant, il ne peut pas encaisser. Il ne pourra jamais accepter ce monde virtuel. Et là, on a vu beaucoup de tentatives de suicide. Énormément. Je vais vous faire rappeler un peu l'histoire de la baleine bleue. J'allais vous dire. Voilà, l'histoire de la baleine bleue. On en a fait un scoop à un moment donné, mais après, on n'en a plus jamais parlé. Il faut en parler. On a perdu des enfants, des adolescents de 15-16 ans. Et on est en train de perdre des enfants comme ça. Je crois qu'il faut que la vision politique doit se concentrer aujourd'hui sur cette tranche d'adolescents qui est très très importante. Moi je travaille beaucoup avec les adolescents. Je crois qu'il faut leur donner une importance capitale parce que leur santé, si elle est atteinte, surtout la santé mentale, parce qu'on a toujours tendance à parler de la santé physique et tout. Oui, c'est bien beau, mais la santé mentale, parce que c'est le moment crucial où l'enfant va construire son identité. C'est la construire sur un sentiment d'impuissance, d'échec, de révolte, de frustration. C'est une personnalité, bien sûr, déviée, qui sera déviée par la suite. Est-ce que, Monsieur Tapti, est-ce que vous avez eu à suivre des parents, justement, pour qu'ils puissent accompagner correctement leurs... Je fais que ça. Ah oui. Je fais que ça. Donc vous recevez les enfants avec leurs parents, évidemment. Je fais que ça. Et vous décelez des problèmes au niveau du couple. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est une réalité. Il n'y a que ça, oui, effectivement. Et pourtant, ce n'est pas votre rôle. Hein. Je veux dire, vous, c'est les enfants. Non. Le nombril de l'enfant, ce sont ses parents. Oui. On prend les enfants en charge et on prend leurs parents en charge. On ne peut pas prendre un enfant sans prendre ses parents. Ses parents. Vous voyez, c'est fortement intriqué. Mais là, on est amené à prendre la famille, le couple, très souvent. Parce que prendre un enfant en solo... J'allais vous dire, donc vous prenez la famille tout entière pour voir dans quel environnement l'enfant grandit. Non seulement la famille, mais même l'entourage. L'entourage aussi. Oui, parce que c'est tentaculaire l'enfant. Quand vous avez des liens d'attachement avec la grand-mère, des liens d'attachement sécures avec la maman, le grand-père, le frère, et tout ça, on le travaille. Moi-même, je suis thérapeute de famille et de couple, mais c'est un travail de fond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut donner une hyper importance à la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Alors avant de vous laisser filer, juste l'école. L'école l'enfant passe les 2/3 de la journée à l'école. Il passe le plus de temps à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui quant à nos écoles ici? Est-ce qu'elles ont un rôle, mais quel constat vous pouvez faire? Je suis à mon millième message par rapport à l'école, mais bon, c'est toujours bon de le redire. Vous savez, le rôle parental est un rôle éducatif. Oui. Le rôle des parents, il est éducatif. Le rôle de l'école, il est psycho-éducatif. Oui. C'est un accompagnement qui se fait. L'école ne peut pas éduquer vos enfants. Il peut compléter les carences au niveau de la cellule familiale. Mais aujourd'hui, si votre enfant, à l'âge de 6 ans, il rentre à l'école, il ne sait pas brosser les dents, il ne sait pas parler, je ne sais pas, il y a cette éducation civique, parentale. Il ne sait pas laver les mains. Il y a beaucoup de choses, j'en passe. Il arrive à l'école. L'école ne va pas le rééduquer, je suis vraiment désolé. Oui. Il peut faire des appoints, je suis entièrement d'accord. Les parents, c'est l'embryon mais ce n'est pas le rôle de l'école. Mais vous savez, parfois il y a des passerelles. Oui. Et aussi avec nous, en tant que thérapeute en santé mentale des enfants, des adolescents, on n'a pas encore cette passerelle. Il faut qu'il y ait, je vais vous dire et terminer avec ça si vous permettez, un enfant,
il est dans une triangulaire école, société et parents. S'il sort de cette triangulaire avant l'âge de 18 ans, croyez-moi que les répercussions risquent d'être un peu compliquées. Merci, on finit sur ça. Merci beaucoup Majid Tabti. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. Merci de nous avoir parlé de ce problème qui durera toujours. Hein. Mais bon, on est là pour sensibiliser, pour agir. On fait partie après tout des acteurs comme vous et moi pour justement remédier à ces problèmes sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse apprécier ces très belles images. On revient juste après. C'est bien, c'était... Place à présent à notre rubrique pédagogie avec Felabras. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Vous étiez totalement tout cuit par rapport à ce que notre pédopsychiatre... C'est très très important et on est tous concernés parce que tous les enfants maintenant sont connectés, ils ont un smartphone, la tablette et puis c'est un monde virtuel certes. Très connecté. Très connecté, mais simplement il y a beaucoup de côtés négatifs. Hein. Il faudrait que les enfants restent dans le monde réel. Et puis deuxièmement, éviter tous les problèmes parce qu'on pourrait se retrouver dans une affaire qui dépendra en fait contre la cybercriminalité et ça c'est très très grave pour nos enfants. Felabras, vous venez ce matin, eh bien, forcément dans la continuité des choses, nous parler du stress, du trac auquel sont exposés les enfants, notamment en période d'examen. Ça a commencé alors dimanche dernier, comme vous le savez très bien, nous, je pense. Oui. Alors, ça a commencé dimanche dernier les examens et puis les enfants stressent. Il n'y a pas que en fait quand il y a même les parents. Et il y a le stress positif, ce stress positif qui va nous booster pour être vigilants, pour nous donner le meilleur de nous-mêmes. Certes, il est très très bon pour la personne, mais simplement il y a le stress qui grandit et grandit, qui devient une anxiété. Cette anxiété n'est pas visible chez les enfants en fait, quand elle n'est pas visible chez les parents mais simplement elle se manifeste avec notamment avec l'estomac à l'envers, des mains moites, des sueurs, des tremblements et aussi des blancs de mémoire. Mais même certains enfants ont des vomissements, ils ont des nausées et des vomissements. En fait, le stress peut être très néfaste pour eux. Alors, quels sont les générateurs en fait de l'anxiété? Alors, d'abord, il y a la confiance, le manque de confiance en soi. Un élève, par exemple, un enfant qui soit en primaire, un élève ou un collégien ou un lycéen, par exemple, s'il a un manque de confiance en soi-même, en lui-même plutôt, il va se dire je vais être mauvais dans cette matière, en maths ou en sciences ou n'importe quelle matière, il aura un examen. Et deuxièmement, il y a autre chose, le fait qu'un examen, on sait très bien, c'est défini, c'est limité dans le temps, c'est-à-dire c'est 1 heure de temps d'examen, c'est 2 heures de temps, 1 heure et demie. Le fait qu'il sache qu'il y a un temps alloué à l'examen, ça va le stresser. Il y a autre chose, le manque d'études. Un enfant qui n'a pas révisé durant toute l'année, par exemple, durant tout le trimestre, réviser la veille de l'examen, ça c'est très très mauvais. Et on révise tout le temps, on fait ses exercices, on révise, on apprend, on comprend. J'insiste sur la compréhension, c'est pas une question d'apprentissage par cœur, mais simplement, il faudrait d'abord comprendre. Réviser la veille de l'examen, ça va le stresser parce qu'il va se dire je ne suis pas assez prêt, quelles sont les matières qui sont concernées, quels sont les cours qui sont concernés, qui on aura dans notre examen, ça va le stresser. Et puis, le troisième facteur du stress qui va générer le stress chez l'enfant, il y a les parents. Parce qu'il y a des parents qui sont irréalistes, ils demandent trop à leurs enfants, ils attendent trop d'eux, et ce qui fait l'anxiété des parents va se transposer
chez les enfants, et puis alors il va vivre une anxiété par rapport à ça. Alors le manque de confiance, le manque de révision, et puis l'anxiété des parents qui est chez l'enfant, alors il aura peur. Il saura il va faire face à quelque chose qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, qui va être très dur. Mais simplement, sachez qu'il y a des manières, il y a des solutions pour surmonter son stress, son trac. Par exemple, il faudrait parler à l'enfant, lui dire qu'il faut qu'il y ait une discussion de parents et élèves, parents et enfants, lui dire, tu vois l'année passée par exemple, où durant la période des devoirs, tu as bien travaillé, tu as eu par exemple une très bonne note, rappelle-toi, tu pourrais faire mieux, ça. Il y a autre chose, ne pas comparer les enfants, on va se dire, tu as vu, hein, ta copine par exemple, elle a eu 20 sur 20 ou 18 sur 20, toi tu pourrais faire mieux, il ne faut pas comparer les enfants. Et puis éviter de lui mettre de la pression. Les parents, sachez, il faudrait vous calmer un petit peu, ce n'est qu'un examen, il faudrait préparer son enfant d'une autre manière. Féliciter autant qu'on peut l'enfant pour lui récompenser quelque part. Hein. Récompenser, ça viendra par la suite. Il faudrait attendre l'examen qu'il passe. Et puis répéter que vous l'aimerez toujours, même s'il n'aura pas une très bonne note, vous l'aimerez toujours. Il ne sera pas banni. En fait, oui, heureusement, mais certains, bon, ils effacent. Si l'enfant est puni, il n'aura plus de smartphone, par exemple. Il ne pourra pas jouer. C'est bien d'un côté, et puis, mais je vais en parler. Alors, rappelez que les erreurs, les échecs sont des occasions pour apprendre, en fait. On peut toujours se rattraper. S'il a mal travaillé durant la période des devoirs, maintenant, comme il y a des compositions, il peut se rattraper. C'est-à-dire, rappeler, en fait, qu'il ait l'enfant une confiance en lui-même, en fait, compte. Et puis faire des exercices de relaxation. Il faudrait que l'enfant respire. Des activités à côté des études, évidemment. Oui, mais simplement, il faudrait l'apaiser d'abord. Il y a la solution de respiration, c'est-à-dire que bien respirer et bien expirer, prendre un temps de respiration d'1 seconde et puis expirer en 2 secondes, ça va déstresser l'enfant. Qu'il n'y ait pas de blanc de mémoire, par exemple. Il est face à son test, par exemple, la feuille d'examen, et puis il y a le blanc. Même s'il a appris, même s'il a compris, et des fois, il va buter, en fait, compte. Il n'aura aucune connaissance, il ne va pas se rappeler. Alors, lui dire que vivre un peu son anxiété, elle est justifiée, que c'est normal, mais il ne faudrait pas qu'elle prenne beaucoup d'ampleur. Aussi, il est capable de se souvenir, il faudrait que, pour qu'il se rappelle déjà l'enfant, il faudrait qu'il dépasse certaines choses. La fatigue, la faim par exemple, le manque de concentration, il faudrait qu'il mange bien. Il y a certains éléments qui vont faire appel à sa mémoire, par exemple les fruits secs, c'est très très important, c'est nutritif. Les noix par exemple, maintenant ça se vend. Et puis il y a aussi le poisson. Le poisson est très très bon pour les oméga 3, c'est très bon pour le cerveau et pour le cœur, pour le rythme cardiaque, pour qu'il n'y ait pas des palpitations d'enfant, parce que ça arrive. J'ai vu déjà un enfant lors des examens, c'était en 4e année primaire, qui avait un examen de mathématiques et qui avait vomi de bon matin. Ça, c'est très grave. Pour lui, c'est très grave. Ça va, en fait, c'est très grave pour les parents parce qu'ils sont anxieux. Ils vont aussi, on va dire, quelque part contaminer leur anxiété à leur enfant. Manger de bons aliments. Un jeune qui mange bien et qui aime ce qu'il mange aura plus de facilité à attaquer ses examens, ses journées d'études et d'examens. Certains, alors je disais, aliments sont excellents pour la concentration, comme le fromage, les fruits secs et puis les gâteaux faits maison. Vous pouvez toujours demander à vos enfants qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, avoir un bon petit breakfast, le petit déjeuner qui sera assez copieux pour qu'il aura assez d'énergie, de nutriments pour attaquer sa journée. Il n'aura pas de gargouillis dans son estomac parce qu'il aura faim, parce qu'en général, si on a faim, on ne pourra pas se concentrer. Se changer les idées, c'est-à-dire avant l'examen, en fait, c'est très important. Si l'enfant révise toute la journée d'une manière continue, ça c'est très mauvais. Il faudrait qu'il y ait des pauses. L'enfant pourrait, parce qu'il manquera de concentration. Il va se concentrer durant un moment, on va dire 1 heure de temps, à faire ses révisions, à revoir ses cours, par exemple, à apprendre tout seul ou avec ses parents. Mais par la suite, il faudrait qu'il prenne au moins 20 minutes de son temps pour se déconcentrer, aller faire autre chose. Aller jouer ou... Aller jouer, aller lire un livre. Il y a les activités physiques aussi, jouer, en période d'examen, qui sont très importantes. C'est très important. Ça nous permet de se défouler et de déstresser par la même occasion. Par exemple, il y a la lecture, il y a faire un petit sport, sortir, s'aérer. C'est très très important de s'aérer. Changer d'endroit,
C'est-à-dire s'il est il est dans sa chambre en train d'étudier, il faudrait qu'il change. Il fasse un petit tour dans la maison ou dans le jardin, ou je sais pas, ça dépend où est-ce qu'il habite. Si c'est dans un appartement, il pourrait faire des petits pas dans les escaliers et remonter, par exemple. Ça, c'est très important parce qu'il fera appel à ses muscles, en fait, à la partie physique et pas à la partie cérébrale. Il y a aussi, ce qui est très important, dormir suffisamment. Un enfant qui va réviser, et je le rappelle à chaque fois, réviser la veille de ses examens, qui n'a jamais étudié, c'est-à-dire qu'il partait à l'école, il revenait, il faisait ses devoirs sans revoir ses cours d'une manière régulière. Réviser la dernière heure, ça c'est très très mauvais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est de réviser bien avant, reprendre les cours, on va dire réviser la veille, mais le soir, il faudrait un bon sommeil réparateur, bien manger, bien dormir. Et discuter avec ses parents, avec ses frères et sœurs pour déstresser, ça c'est très important pour avoir de bons résultats à l'école et aussi se rappeler de ce qu'il a appris. Oui. Mais le plus important, je dirais, que l'enfant, en fait, quand il y a notre stress, c'est les résultats. Les résultats parce que cette semaine, les examens prendront fin cette fin de semaine, et puis la semaine prochaine, ça va être un peu de stress parce que ça va être la remise des notes et des bulletins scolaires. Et là, c'est en fait quand c'est l'anxiété des élèves, mais la plus grande anxiété, c'est celle des parents. Non, des élèves aussi par rapport à la réaction de leurs parents. Oui, parce que sachez un truc, d'une manière générale, quand on est jeune, on essaie d'avoir de bonnes notes, pas pour soi, mais pour les parents, parce qu'on a peur pour des punitions. Il faudrait à chaque fois qu'on dise à l'enfant qu'il est en train d'étudier pour lui-même, parce qu'il est en train de construire son avenir. C'est ce que je fais avec mes enfants. C'est-à-dire, si moi j'ai réussi, ou j'ai failli quelque part, j'ai échoué dans ma carrière ou dans mon cursus scolaire, la faute me revient. Parce que les parents préparent les enfants, en fait, quand ils ont leurs affaires scolaires, ils les emmènent à l'école, et puis par la suite, ils se construisent. Les notes, c'est pour lui, c'est pour construire son avenir. Si l'enfant assimile ça, il va travailler. Mais s'il n'assimile pas ça, il va se dire que les notes, c'est pour mes parents. Justement, alors le stress des examens des enfants, c'est plus la peur des conséquences d'un échec. L'enfant a envie de dissimuler ses points faibles et d'éviter de se couvrir de honte par rapport à ses camarades de classe, par rapport à ses enfants, ce qui les pousse parfois, et je dirais même souvent, à tricher. Tricher, c'est une autre paire de manches. On va pas en parler aujourd'hui, on pourra en parler la prochaine fois. Oui. Mais tricher, ce qui est grave, c'est que, je le dis parce que je l'ai vécu moi-même, voir des enfants tricher à leur jeune âge, ça passe. Parce que pour eux, ils ne savent pas ce qui est mauvais, ils assimilent, ils savent très bien ce qui est mauvais et ce qui est bon. Mais arriver à un certain âge, tricher par exemple à l'université, je trouve ça vraiment, c'est aberrant. C'est aberrant, oui. C'est aberrant, mais ça existe malheureusement. Alors, ça existe. Je me dis, et je le redis, Nour, à chaque fois je le dis, il faudrait que l'enfant comprenne. Il y a certaines données, certaines informations dont on aura besoin tout le temps. Alors, déstresser les enfants, déstresser les parents, faites un peu de sport, respirez bien, dormez bien, mangez bien et révisez tout au long de l'année. Ça donnera de bons résultats. Voilà, merci beaucoup pour vos conseils et astuces, Fela Abraz. En tout cas, la prochaine fois, on parlera de tricherie, peut-être. Oui. Peut-être comment y remédier, comment éviter. Ouais. Merci d'avoir abordé ce sujet qui est tout aussi important que les autres. Merci, on vous retrouve mardi prochain, j'espère. Et pour notre deuxième invité, c'est à Paris que nous allons pour retrouver Kamera Zerarga. Bonjour. Bonjour. Vous nous recevez bien. Bonjour Canal Algérie, bonjour à toute l'Algérie. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en direct avec nous via Skype. Quel temps il fait chez vous ? Il fait meilleur qu'il y a quelques temps où vraiment il neigeait très fort. Là, c'est plus doux. D'accord. En tout cas, je peux vous dire qu'ici en Algérie, on attend le retour des pluies avec impatience. Kamera Zerarga, vous êtes militante écologiste. Nous savons que de l'autre côté de la Méditerranée, on accorde énormément d'importance à l'écologie. D'ailleurs, les lois qui concernent la consommation énergétique ou le recyclage sont de plus en plus contraignantes pour les citoyens. C'est ainsi que c'est vécu en France ? Oui, et un peu grâce au Covid, on s'est rendu compte que finalement tous ces problèmes environnementaux, ça ne concernait pas juste quelques écologistes illuminés qui veulent changer le monde, mais que finalement on est tous concernés. Donc il y a une prise de conscience collective. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que quelque chose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle les ODD, les objectifs du développement durable. C'est quelque chose qui montre que tout le monde est concerné, parce que c'est la première fois que tous les pays du monde se sont mis autour de la table, l'Algérie y compris, pour déterminer qu'il y avait 17 urgences, comme le climat, la pauvreté, l'égalité homme-femme, la consommation responsable. Et en fait, tout est lié. On ne peut pas dire que l'écologie, c'est un sujet à part.
Ça concerne tous les domaines, hein, c'est le cas de le dire. En tout cas, en Algérie, je peux vous assurer, Kamera Ziraga, qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la cause écologiste. Peut-être que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes entre les deux rives de la Méditerranée. Alors, selon vous, comment faire justement pour concilier le besoin de développement et de rattraper les retards dans pas mal de domaines avec les enjeux écologistes? Il faut que les gens y trouvent un intérêt. C'est-à-dire que soit ils y trouvent un intérêt pour leur santé, intérêt. Tout à fait, leur intérêt à eux personnel. Soit ils se trouvent un intérêt pour la santé, soit ils se trouvent un intérêt économique, mais il faut leur montrer qu'il y a un intérêt pour chacun d'entre eux. Je donne un exemple. Les personnes en France qui sont les plus exposées aux enjeux environnementaux, c'est souvent les plus fragiles. Ça va être dans les quartiers populaires, les gens qui habitent dans des vieux bâtiments, des passoires énergétiques, qui vont avoir le plus de problèmes de malbouffe. Donc voilà, c'est eux qui sont vraiment les plus exposés. Oui. Mais ils se disent dans leur tête, c'est pas pour moi, j'ai pas de moyens, c'est réservé aux gens qui ont de l'argent. Mais non, justement, les personnes les plus fragiles sont les plus exposées. Donc c'est elles qui doivent en priorité s'intéresser à ces sujets-là. Justement, alors les pays du Sud, hein, on peut les appeler comme ça, les pays du Sud sont ceux qui ont pollué le moins et qui continuent d'avoir l'impact écologique le moins important sur l'environnement. D'où cette question, pourquoi ne pas d'abord accéder au progrès, au développement économique pour par la suite pouvoir se permettre de mieux gérer cette question écologique? C'est pour ça qu'on appelle ça un développement durable, parce qu'on peut se développer économiquement et aller droit dans le mur. Je pense qu'effectivement, on peut se développer. Et là, par exemple, pour l'Algérie, il y a beaucoup de, je pense, d'opportunités autour de l'énergie. Mais changer d'énergie, au lieu d'avoir des énergies fossiles, aller vers des énergies renouvelables. Et là, non seulement ça apporte économiquement beaucoup à l'Algérie, mais en plus, en termes d'impact sur le pays, ça sera très, très bénéfique. Impact santé, impact, voilà, à tous les niveaux. Donc, bien sûr qu'il faut faire du développement. Il ne faut pas arrêter le développement, mais un développement durable. Où il y a aussi, Madame Ziraga, cette option où les pays les plus avancés qui peuvent aider les pays en voie de développement de ne pas refaire les mêmes erreurs en matière de protection de l'environnement. Est-ce que ce travail est fait sur le terrain ? Oui, alors ça c'est vraiment une histoire de partenariat et je pense que l'Union européenne et d'autres organismes favorisent beaucoup les partenariats autour de la Méditerranée. Donc je pense qu'il y a des choses à lancer, des collaborations à faire. Nous, dans mon association PIC-PIC, on croit beaucoup au réseau. Et je pense qu'il y a des réseaux qu'il faut activer au sein de l'Algérie même et des réseaux à activer entre l'Algérie, la France et d'autres pays pour travailler ensemble. Nous, par exemple, notre association, on a 15 salariés, on fait plus de 1000 animations par an et on aimerait bien avoir des relais locaux en Algérie pour peut-être pouvoir faire la même chose là-bas. J'ai eu la chance d'être invitée par vous en 2015, lors de la COP21 sur les plateaux de Canal Algérie, où j'ai rencontré des gens formidables qui ont beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dresser un pont et de travailler ensemble ? D'où ce premier contact. Alors justement, pour ce qui est du mouvement associatif, est-ce qu'il y a des échanges entre l'Algérie et la France ? Alors plutôt dans le sud de la France, je pense qu'il y a pas mal de projets autour de Marseille que je connais moins. Mais je sais que c'est actif, hein. Il y en a, pas assez encore. Pas assez. Vous êtes là pour ça en tout cas. Alors, au-delà de l'engagement, bien sûr. Et juste une chose, je voulais insister sur les publics. Il y a bien 2 publics qui vont vraiment servir de levier pour faire bouger les choses. Et nous, chez PIC-PIC, on croit beaucoup en ces 2 publics-là. C'est les femmes et c'est les jeunes. Les femmes, on le voit depuis des années pour le développement durable. En Afrique, en Asie, les femmes, ce sont vraiment celles qui font bouger les lignes. On l'a vu sur le microcrédit avec Mohamed Younous en Asie. C'est par les femmes que le développement durable passe très souvent. Et je crois beaucoup au rôle des femmes parce que c'est elles, bon, on va parler de charge mentale un peu, mais c'est elles qui ont un peu la charge du foyer et qui en charge de la consommation du foyer. Donc là, il y a des choses qui peuvent être changées. Et les jeunes. Et ça, on sait que les jeunes sont une force incroyable en Algérie. Pour l'instant, ils subissent de plein de fouets. Oui. Ils subissent de plein de fouets, de nombreux problèmes. Mais ça bouge déjà, je peux vous assurer. Ça va être un levier pour eux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de jeunes qui sont qui sont à la tête de plusieurs initiatives qui, justement, pour préserver notre environnement et pour, on pense aux futures générations qui arrivent, on pense à eux. Ziraga, au-delà de l'engagement, des individus convaincus qui agissent justement dans la société civile au profit de l'environnement. Il y a aussi une réalité économique, qu'on le veuille ou pas.
Et la question de l'environnement est devenue aujourd'hui un véritable business. Et bien aujourd'hui, pour accéder à la performance écologique, que ce soit pour la consommation énergétique ou la gestion de l'eau, le recyclage ou encore la protection des différents espaces naturels, toute la biodiversité qui est autour, il faut payer. On parle de brevets, on parle de technologies qui ne sont pas forcément accessibles aux pays les moins développés. Alors que normalement, d'un côté, on dit que l'environnement est une affaire de tous. Mais pourtant, ça reste une question d'argent. Oui, et là où peut-être je pourrais vous donner des pistes, c'est sur les économies d'argent. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver, comme nous, c'est le schéma qu'on a trouvé en France, c'est qu'on va avoir des collectivités, des entreprises, et elles nous payent pour faire de l'éducation, justement pour que les gens réduisent leurs dépenses. Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour le monde associatif en Algérie, c'est d'aller voir les collectivités, les entreprises, qu'elles se fassent et que ces associations se fassent payer justement pour aller éduquer les salariés en entreprise, les habitants, pour justement réduire leurs dépenses. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais par exemple, les déchets dans la rue, ça coûte énormément d'argent pour aller les ramasser. Donc, si on arrive à régler ce problème, ça sera moins d'argent dépensé par les communes. Les problèmes de santé, les problèmes de malbouffe, c'est énormément d'argent dépensé. Donc, de diabète, etc., qui sont générés. Donc, si on arrive à faire une éducation à la santé, c'est des économies. Donc là, c'est le modèle économique que je vous propose, c'est que les associations se fassent payer justement par les collectivités, les entreprises pour cette éducation. Merci beaucoup, Kamera Zirarga, merci beaucoup. Sachez qu'en Algérie, comme dans le reste du monde, eh bien, il y a de plus en plus de start-up qui agissent dans le domaine de l'environnement et on voit les pouvoirs publics leur en donner d'ailleurs l'occasion de pouvoir grandir et voilà, grandir et agir sur le terrain en tant que start-up qui lutte pour la préservation de l'environnement. Merci Kamera Zirarga, merci d'avoir été avec nous. En tout merci beaucoup. Et une dernière pensée pour feu mon oncle Mouloud Zirarga qui est décédé pendant les années noires. Il était journaliste à la télévision algérienne et on pense très fort à lui. Premier présentateur sur Canal Algérie, on lui rend hommage aujourd'hui. Allah yarhamou. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ce n'était que le premier contact d'une longue... On va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Transition toute faite, eh bien, chers amis téléspectateurs, pour parler du monde des TIC, des nouvelles technologies, de l'information et des communications. Avec nous, pour nous en parler, eh bien, Riyad Lahri, bonjour. Bonjour Noël. Comment bonjour ça va à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être disponible avec tout ce qui se passe de votre côté. L'actualité est très riche. On a ce salon, mais avant... Je tiens à dire que voilà, on va essayer de se vous voyez, non, on se tutoie. Oui, on est ancien collègue de la chaîne 3, vous étiez ancien journaliste. Tout à fait. On a côtoyé les mêmes couloirs, arpenté les mêmes couloirs de la radio nationale. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être de l'autre côté du micro? Ça fait tout bizarre déjà, un petit peu de trac. Hein, donc, franchement, déjà avant c'était une belle expérience. Oui. Là c'est une nouvelle expérience qui commence pour moi. Oui. Et donc j'espère qu'elle sera aussi belle et aussi enrichissante que l'ancienne. Vu comme c'est parti, il n'y a aucun doute. Espérons-le. Alors, en termes de TIC, eh bien, on le disait tout à l'heure, l'actualité, eh bien, c'est de ce mois, c'est ce salon international donc, dédié aux technologies au TIC, hein, la première édition, et vous faites partie des organisateurs, donc premier salon du ICT Maghreb. Tout à fait, donc c'est la première édition cette année, c'est le salon des technologies de l'information et de la communication. Donc c'est un salon dédié exclusivement aux professionnels du secteur de l'IT. Il y aura en quelque 60 entreprises, donc privées, publiques, mais aussi multinationales qui sont implantées ici en Algérie. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les entreprises étrangères vu le contexte actuel, Covid oblige. Voilà, mais sinon, il y aura aussi des startups, une trentaine de startups qui feront partie de l'aventure. Mais aussi, durant les 3 jours, il y aura tout un programme de conférences avec une cinquantaine de conférences dans la thématique, bien sûr, des TIC, tout ce qui est IT. Donc, il y aura on va dire 40 jusqu'à 50 intervenants entre experts IT, chefs d'entreprise, professionnels de l'IT en général. Alors, comment l'idée de ce salon a germé? Est-ce qu'il y avait un réel besoin des professionnels? Alors, tout simplement, c'est à la demande de ces professionnels de l'IT, donc chefs d'entreprise, mais aussi experts en IT et tout ça, nous ont demandé pourquoi ne pas organiser un événement dans l'IT. Nous, on s'est dit pourquoi pas.
on l'a pris comme un défi. Nous, en tant qu'agence événementielle, on adore les défis. Voilà, donc on essaye de relever le défi et d'organiser cet événement, espérant que... Première édition. Voilà, première édition, tout à fait. Alors, un salon, donc, ce que j'ai cru comprendre à la conférence de presse qui a été tenue hier au Palais de la Culture Mouhty Zakaria, un salon qui n'est pas destiné au grand public. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des gens, en dehors des professionnels, qui sont intéressés, qui veulent investir, qui veulent faire des partenariats, je ne sais pas. Très bien, donc là, il faut expliquer quelque chose. En fait, donc, un salon professionnel, c'est en quelque sorte un outil pour les entreprises. C'est un outil de marketing, mais aussi de communication. C'est-à-dire aujourd'hui, si une entreprise vient exposer chez nous, c'est-à-dire exposer dans le salon, c'est surtout pour rencontrer des professionnels de l'IT, c'est-à-dire peut-être des potentiels clients, des potentiels partenaires, signer des accords, des partenariats. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Ensuite, bien sûr, il y a des salons destinés au grand public, il y a des salons mixtes, donc grand public mais aussi professionnel. Nous, on a décidé de rester dans le professionnel et voilà, donc ne pas sortir du professionnel. Vous avez raison. Et puis il y a l'aspect aussi sanitaire qui est important. Tout à fait. Voilà, donc vous avez, toutes les mesures vont être prises. Tout à fait, donc Covid-19 oblige. Il y aura un protocole sanitaire strict, c'est-à-dire qui a été élaboré. Donc pour cela, nous avons préparé ce protocole sanitaire qui a été validé par le ministère de la Santé. C'est un protocole sanitaire qui a été inspiré de celui de l'UFI, qui est l'Union des foires internationales. Donc, en grosso modo, en principe, il n'y aura aucun problème par rapport à ce secteur-là. Aussi, pour vous parler du protocole, c'est-à-dire nous avons aussi signé un partenariat avec un laboratoire. Donc un partenariat santé-sécurité. Donc il y aura pour nous procurer en fait tout ce qui est gel hydroalcoolique, mais aussi les masques qui seront distribués au niveau du salon de façon gracieuse, c'est-à-dire gratuitement, pour tout exposant ou visiteur qui n'aura pas de masque. Voilà. Aussi, c'est-à-dire pour éviter aussi au niveau du salon, on va dire tout rassemblement, par exemple pour la zone d'enregistrement, nous avons mis en place tout un système, c'est-à-dire déjà pour ce qui est des inscriptions, elles se font par Internet. Tout peut se faire via notre site ictmaghreb.com. Donc tout se fait par le site. Mais voilà, généralement, il y a toujours des retardataires ou ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire via le site. Pour eux, nous allons en fait mettre en place des totems, ce qu'on appelle des totems, avec des QR codes au niveau un petit peu, qui seront éparpillés un petit peu partout au niveau du palais. C'est-à-dire qu'un visiteur vient, il prend son smartphone, scanne le QR code, il aura un formulaire à remplir. Le temps qu'il arrive au niveau de la zone d'enregistrement, son badge sera déjà prêt et voilà, il pourra accéder directement au salon. Voilà. Sinon, au niveau des salles de conférence, nous allons utiliser une application. Alors cette application, elle consiste en quoi? En fait, une personne qui vient pour, par exemple, assister à une conférence de presse, plutôt une conférence, donc qui voudra poser une question, eh ben, il va tout simplement télécharger cette application. Il y aura un chat, donc il va poser la question via le chat et systématiquement, automatiquement, la question va être publiée sur un écran géant qui se trouvera au niveau de la conférence. En fait, en quelque sorte, c'est pour éviter le micro-baladeur, éviter qu'il passe demain en main de personne en personne. Ah, c'est parfait. Tout est numérisé, tout est digitalisé. Voilà. C'est le concept. On va essayer, justement. C'est le concept. Donc, un salon de 3 jours, du 15 au 17, le 15, 16, 17, toute la journée. Les horaires de 10h jusqu'à 18h. Parfait, 10h jusqu'à 18h, donc une centaine d'exposants et plus de 5000 visiteurs qui sont attendus. J'imagine que les mesures sanitaires sont respectées, vous l'avez dit. Alors, quelles sont les entreprises qui vont participer à ce salon? Le domaine des TIC est très très large. Tout à fait, donc de manière générale, c'est les acteurs digitaux, donc les opérateurs télécoms, vous avez des développeurs web, vous avez des fournisseurs de services, vous avez des constructeurs, des intégrateurs aussi, des équipementiers. Donc, de manière générale,
Tout le secteur de l'IT sera présent, on va dire. Superbe, l'innovation. Voilà. En tout cas, on y sera. Une équipe des Canal Algérie se fera un plaisir de vous y retrouver là-bas. Le 15, le 16 et le 17 mars de ce mois, de cette année. Alors, ICT Maghreb, donc c'est sous le parrainage du ministère de la Poste et des Télécommunications et du ministère délégué de l'économie, de la connaissance et des startups. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, que les salons puissent reprendre leur souffle après on va dire cet écrasement, hein, cette année d'absence. Tout à fait. Donc ce n'est pas qu'une année. Non, là, faut rappeler qu'il y a eu aussi le Hirak. Donc c'est carrément 2 ans d'absence pour l'événementiel au niveau national. C'était dur, mais voilà. Là, ça reprend petit à petit. Ça reprend petit à petit. Même il y a eu des entreprises, plutôt des agences événementielles qui sont un petit peu parties vers tout ce qui est virtuel, donc webinar. Mais aussi conférences et salons virtuels. Mais là, ça commence à revenir vers le hybride, comme on dit, donc vers la base. Voilà. Alors, vous, justement, en tant que professionnel de l'événementiel, comment vous avez vécu ça? En même temps, votre reconversion s'est faite au bon moment, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, c'était, comme je vous le disais, c'était difficile, mais bon, on a su gérer durant toute cette période. Alors, pour ce salon, cette première édition de ICT Maghreb, vous avez plusieurs partenariats institutionnels et privés. C'était pas un peu compliqué de les convaincre d'y adhérer? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Bien au contraire, l'initiative a été bien saluée par les institutions publiques, mais aussi par les entreprises qui ne demandaient que ça, en fait. Puisqu'il faut le rappeler, en Algérie, cela fait 4 ans qu'il n'y a pas eu d'événement pareil, c'est-à-dire dans le secteur de l'IT. Surtout qu'aujourd'hui, le secteur de l'IT est plus qu'important. Oui. Donc 4 années, c'est beaucoup. Donc voilà, ils étaient tous contents et voilà, ils étaient là et enthousiastes pour participer à cet événement. Super. Alors il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, il faut que je le dise, c'est la gratuité de venir exposer. Tout à fait. C'est une nouveauté. Donc ça, c'est pour les startups. Oui, que pour les startups. Voilà, que pour les startups. Donc ça sera, il y aura 30 startups durant les 3 jours d'événement. Alors 10 chaque jour. 10 chaque jour. 10 startups chaque jour. Ils auront aussi l'occasion de communiquer parce qu'il y aura une salle de conférence spéciale pour la zone startup. Là aussi, ils pourront s'exprimer, faire connaître leurs produits, faire connaître leur start-up. Ça sera pour cette année à titre gracieux, certes, mais voilà, on a essayé d'innover, de sortir un petit peu des habitudes. Aussi pour l'année prochaine, donc pour l'édition numéro 2, on va dire, la 2e édition. Vous êtes ambitieux, vous parlez déjà de la 2e édition. C'est clair, elle est déjà en préparation. Oui. Voilà. Donc pour la 2e édition, on prépare tout un tas de surprises. Donc il y aura aussi des concours. Donc par exemple, le concours de la meilleure application 3D. Pour avec un prix la visite virtuelle des salons, de tout ce qui est salle et on va dire musée, donc tout ce qui est culturel, on va dire. C'est pour en fait ça sera en collaboration avec le ministère de la Culture. Voilà. Sinon, à part ça, il y aura aussi, comme vous l'avez dit, la ICT Cup, on l'a appelé comme ça. Donc ça sera pour récompenser les meilleurs développeurs IT. On a déjà hâte d'être en 2022 là. Voilà, même pas. Très bien. Merci Riyad Lahi d'avoir été avec nous. En tout cas, j'imagine la réaction des start-upers, entre guillemets, lorsque vous leur avez annoncé que c'était à être gratuit. Tout à fait. Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas, ils étaient contents. Voilà, ils nous ont même demandé des contrats pour c'est-à-dire savoir si vraiment, réellement, c'était gratuit. Carrément, oui, on leur a dit oui, c'est gratuit, c'est à titre gracieux. Génial, que de belles choses, que de bonnes nouvelles, en tout cas, de belles choses qui se dessinent pour ce mois de mars. Riyad Lahri, merci mille fois, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous co-organisez donc la première édition de ce ICT Maghreb, ce salon international de l'information, des technologies de l'information et de la communication. Pour les dates, c'est le 15, 16 et 17. La chaîne se fera un plaisir en tout cas de vous y retrouver. Chers amis du matin, eh bien, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. C'est passé très très vite aujourd'hui. Une émission sponsorisée par Coral Peinture. Merci de nous avoir été fidèles. On remercie également toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui est au plus près de vous tous les matins, où que vous soyez. Demain, bien, sachez que c'est Emel Almi qui sera aux commandes de votre matinale. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain, j'espère. Très belle journée avec la suite des programmes sur